Shalom, shalom à vous. Que la paix soit avec toi, toi qui m'écoutes dans ce podcast. Dans la rubrique Notes en vérité, nous avons un livre important à analyser, Stolen Legacy. Veuillez commenter, aimer, abonnez-vous. Avec vous, le pasteur Etougué Anani Patrick, auteur, conférencier et administrateur. Alors, Stolen Legacy, qu'est-ce que cela peut nous dire dans ce podcast? Alors, le livre Stolen Legacy par James GGM, écrit en 1992. Stolen Legacy, c'est The Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people of North Africa. Sa thèse majeure, c'est que les Grecs n'étaient pas les auteurs de la philosophie grecque telle que nous la connaissons, mais le peuple de l'Afrique du Nord. Alors, ce peuple de l'Afrique du Nord, qu'il identifie très clairement par des Égyptiens. Stolen Legacy donc est une œuvre qui cherche à établir que l'auteur considère comme une vérité historique qui a été occultée. James soutient en fait que les Grecs n'ont pas créé la philosophie qu'on leur attribue, mais qu'ils ont en réalité emprunté leurs idées et leurs idéologies aux anciens Égyptiens. Il affirme beaucoup de choses. Il affirme même que des auteurs comme Platon, Socrate et Aristote, pour ne citer que cela, ont puisé leur inspiration dans les connaissances enseignées dans les écoles égyptiennes, notamment à Alexandrie, où ils auraient étudié. Le livre Stolen Legacy explique que les anciens Égyptiens qui étaient des Africains, pour lui, sont les véritables fondateurs de la philosophie de nombreuses autres disciplines scientifiques. Donc James, dans son livre, dit que la civilisation grecque a usurpé ses connaissances après les conquêtes de l'Égypte par Alexandre le Grand, par les Ptolémées, puis les a présentées comme des créations originales de la culture occidentale. Il remet donc en cause ou en question la manière dont l'histoire de la philosophie est enseignée, mettant en lumière une manipulation, une théorie du complot des faits historiques par les érudits européens. Alors, enfin, qu'est-ce que nous pouvons dire? James plaide pour la connaissance de la contribution africaine à la civilisation mondiale, en particulier en matière de philosophie, de sciences et de culture même. Le livre met l'accent sur l'importance de rétablir cette vérité afin de redonner au peuple africain de la fierté et la fierté dans leur patrimoine intellectuel et culturel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre? Sur le plan épistémologique, ou bien je peux dire l'erreur épistémologique majeure que je trouve dans ce Stolen Legacy réside dans l'essentialisme historique que James applique à la culture grecque et égyptienne. Pour ma part, dans mes lectures, il simplifie à l'extrême l'idée de transmission des connaissances en la réduisant à une forme de vol culturel, sans prendre en compte la complexité des interactions entre civilisations. Dans mes lectures, je pense qu'il omet de reconnaître que les échanges culturels étaient souvent réciproques, ce qui dénature le rôle des Grecs dans le développement de la philosophie. L'auteur, pour moi, James, exagère parfois des affirmations sans fournir de preuves solides. Par exemple, dans les pages 42 à 50, James fait une affirmation globale que Platon aurait appris directement des prêtres égyptiens, mais cette affirmation gratuite manque de sources historiques crédibles et précises, à moins qu'on puisse nous en donner. Par exemple, à l'introduction, James dit « Il n'est pas étonnant que la production du nombre inhabituellement élevé de livres attribués à Aristote, et ça il le dit clairement à l'introduction, Aristote se soit révélé physiquement impossible pour un seul homme au cours d'une vie. L'histoire de la vie d'Aristote lui a fait bien plus de mal que de bien, puisqu'elle évite soigneusement toute déclaration relative à sa visite en Égypte, soit pour son propre compte, soit en compagnie d'Alexandre le Grand lorsqu'il envahit l'Égypte.
Analysons un peu cette pensée. Cette pensée soulève plusieurs points à la fois sur la production intellectuelle d'Aristote, sur ses voyages notamment en Égypte. Voici moi ce que je pense après une analyse globale. 1. La production de livres attribués à Aristote, ça, c'est 30 volumes, une quantité d'œuvres colossale. On peut dire qu'il est vrai que la quantité d'œuvres attribuées à Aristote est vaste, incluant les traités sur des sujets variés que la métaphysique, la logique, l'éthique, la politique, la biologie, etc. Mais cependant, il est important de noter que plusieurs de ces textes que nous sont parvenus sous forme de notes d'ensemble des leçons rédigées pas par Aristote, mais par ses disciples à son sujet ou compilées après sa mort. Ce qui permet donc de relativiser l'idée qu'Aristote lui-même aurait rédigé lui-même ses œuvres. 2. L'absence de mention d'Égypte que dit Solène Legacy. Moi, je pense que la visite en Égypte avec Alexandre le Grand n'a aucune preuve historique parce qu'il n'existe aucune preuve historique ou source crédible qui mentionne qu'Aristote ait jamais visité l'Égypte avec ou sans Alexandre le Grand. Alexandre a été enseigné par Aristote, c'est-à-dire qu'Aristote a été le précepteur d'Alexandre pendant une période, mais il n'a pas accompagné Alexandre dans ses conquêtes, par exemple. Après avoir terminé son rôle de précepteur, Aristote est retourné à Athènes pour fonder le lycée que nous connaissons. Bien qu'il ait des connaissances sur l'Égypte, il montre une connaissance sur l'Égypte. Il n'y a aucun traité, aucune trace historique, biographique ou quelconque citation qu'Aristote ait jamais visité l'Égypte. L'impact de l'histoire sur Aristote. On peut dire qu'il a eu une vie idéalisée comme beaucoup de grands penseurs de l'Antiquité. La biographie d'Aristote a été largement idéalisée après sa mort, comme beaucoup de grandes personnes. Cependant, il n'est pas tout à fait juste de dire que l'histoire lui a fait plus de mal que de bien, comme le dit James. Si certains aspects, pour moi, de sa vie ont pu être embellis ou négligés, cela n'a pas diminué son influence intellectuelle. En conclusion, ce que je peux dire sur cette critique sur Aristote, cette pensée présente une critique intéressante, mais quelque peu erronée sur le plan historique, comme dans tout le livre d'ailleurs. Bien que la production d'une telle quantité d'œuvres puisse sembler impressionnante, elle n'était pas impossible dans le contexte d'une époque, surtout avec l'aide des disciples. Quant à l'idée qu'Aristote ait visité l'Égypte, il n'y a aucune preuve historique, comme je l'ai mentionné, crédible pour soutenir cette affirmation. Il est donc prudent de conclure que cette pensée manque de fondement historique, solide en particulier en ce qui concerne la présence d'Aristote en Égypte. Mais nous pouvons également voir, en termes, dans son plan, James dit que l'Égypte est pratiquement tout ce qui a donné la Grèce sa connaissance. Et les doctrines de l'Égypte ont influencé ou bien ont été copiées par les Grecs dès l'origine. Et cela, c'est que se dit. Mais ce que nous devons comprendre, qu'après 322, après la mort d'Alexandre, la bibliothèque d'Alexandrie a été fondée sous la dynastie ptolémaïque d'Égypte, qui est une dynastie grecque. Et à cette période de 323 jusqu'à l'an 30 après Jésus-Christ, on peut dire que l'Égypte était grecque. Elle a prospéré sous le patronage des premiers rois pour devenir la bibliothèque la plus célèbre du monde. Et donc, il y a eu des voyages vers Grèce et Égypte, Égypte vers la Grèce, mais c'était parce qu'il y a eu donc cette invasion des Ptolémées. La création de la bibliothèque après la mort d'Alexandre est un phénomène majeur qu'il faut considérer. Pour terminer donc, l'approche de James s'avère, à mon humble avis, problématique lorsqu'il tente de démontrer que la majorité des concepts philosophiques dans son livre Stolen Legacy grec sont purement égyptiens. Dans des pages 71 à 75, il essaie de présenter des arguments qui relèvent davantage de l'hypothèse qui du fait établi. Il n'y a pas de fait établi, ce n'est que des hypothèses déclaratives, en confondant souvent des similarités culturelles, autant pour moi, et appropriation directe. En cherchant donc à redresser une injustice historique perçue, il tombe dans un schéma réductionniste qui n'admet pas la complexité de l'histoire et de l'évolution des idées entre différentes civilisations. S'il vous plaît, restez connectés. Le dimanche prochain, nous allons traiter un livre encore passionnant pour lequel je pense qu'il y a un résumé, une critique, cela sera utile pour les lecteurs de l'afrocentrisme. Black Athena, The Afro-Asiatic Roots of Classical Civilization de Martin Bernal. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.